Merci à Christine pour son invitation. Merci pour avoir d'emblée cadré l'ambiance. Ce n'est pas une journée où on va, je pense, essayer de décliner gravement les différents concepts proposés par Jacques. En tout cas, moi, je ne vais pas le faire. Je vais faire d'emblée un pas de côté alors qu'on est en début de journée. Mais ce que m'a demandé Christine, c'était plutôt d'évoquer une relation amicale, professionnelle, je vais essayer de la qualifier, avec Jacques Cosnier. Et de ne pas donc entrer dans l'œuvre elle-même, de laisser plutôt chacune d'entre vous faire ce travail. Je connais relativement mal l'œuvre de Jacques, et là, quand je vois encore... j'ai reçu l'ensemble des textes colligés, comme il les a appelés, de 2013, et ça m'a déjà ouvert les yeux. Et puis là, ce matin, avec votre introduction, ça continue à me bluffer. Donc, heureusement, je ne vais pas parler de l'œuvre de Jacques, je vais plutôt évoquer la personne, mais pas la personne que sa famille a pu connaître, mais celle que moi, très subjectivement, j'ai pu connaître entre 82 et l'année dernière. Et je commencerai par dire, si je vous dis Jacques Cosnier, évidemment, on a vu les photos, donc le petit exercice est presque devenu trop simple. Quelle image va vous apparaître? Une veste pied de poule, un col roulé, mais je crois plutôt que ce sera un sourire souligné par une moustache, renforcé par des yeux qui pétillent, et sans doute l'image sera sonorisée avec une voix très douce, flûtée, rassurante. Et je voudrais commencer sur cette notion de réassurance ou de bienveillance. Parce que pour constituer le portrait professionnel de Jacques Cosnier, tel que moi en tout cas j'ai commencé à le connaître dès 82, je pense que je veux commencer par là. C'est-à-dire que il aurait pu être bien plus vache avec moi, comme certains d'ailleurs l'ont été. J'arrive en 81, je déboule sur le marché des idées, le marché scientifique, avec un livre que vous avez peut-être connu, La Nouvelle Communication, qui sort en mai 81. Et au fond, sans le savoir, sans le connaître encore, parce que je m'apercevrai, mais bien plus tard, qu'il parlait de l'école de Palo Alto dès les années 70, qu'il connaissait Bateson bien avant moi. Donc, sans le savoir, je suis sur cette terre. Et il aurait pu me dire, gamin, tu dégages, ou tu restes à ta place, tu restes à Liège. Eh bien non, pas du tout. Il faut dire qu'en 81, il avait déjà 54 ans, moi j'en avais 28, donc il avait toute la puissance de frappe d'un patron pour me dégager. Et ça n'a pas été du tout ce qu'il a fait, ce que d'autres ont essayé de faire. Hein. Bon, je ne donnerai qu'un nom parce qu'il est bien loin aujourd'hui, c'est Éliseo Véron, qui m'a quand même fait savoir que franchement il était là avant moi et que, bon bref, hein, je poussais un peu le bouchon, quoi. Et d'autres ont été moins cordiaux, je vais dire, qu'Éliseo Véron, mais ça, ce sera peut-être pour le drink si vous voulez, mais pas maintenant. Hein. Avec Jacques, il n'y aura rien de tout cela. Il n'y aura rien, et je reprends ici une formule de Pierre Bourdieu que je commence à connaître à l'époque. Bourdieu dit dans son article sur le champ scientifique avec de la recherche en 76, vous savez, je suis revenu à Liège, donc j'allais dire 76, non, 76. Donc il n'y aura rien de tout cela avec Jacques. Rien d'une lutte pour l'imposition de la vérité scientifique, hein, c'est la formule célèbre de Bourdieu sur le champ scientifique. Le champ scientifique est vu comme une lutte pour l'imposition de la vérité. Et on aurait pu très exactement caractériser le positionnement de Jacques d'un côté, du mien de l'autre, comme une lutte pour l'imposition du monopole. On était sur les mêmes terres, on était sur les interactions, on était sur les mêmes auteurs. On avait fait à peu près les mêmes voyages aux États-Unis. Eh bien non, il va m'accueillir et il va, dans un premier temps, m'aider. Je dirais que, dans un premier temps, il y aura un déploiement de ce qu'on pourrait appeler un mentorat. Il aura le rôle d'un mentor discret au début des années 80. Et peu à peu, même assez vite, ce mentorat va se transformer, j'essaie de retrouver le mot en français, en anglais on dit colleagueship. On est dans un ship, dans une relation de collègue à collègue,
mais avec beaucoup de respect mutuel au fond. Et il me laissera donc prendre ma place totalement. Et lorsque nous nous retrouverons à l'école normale au début des années 2000, quand moi je vais arriver de Liège ici à l'école normale, nous nous croiserons régulièrement, mais sans engager autre chose que de courtes mais toujours plaisantes conversations. Et puis il y aura celle que je découvre ici, que j'avais un peu oubliée, merci Christine, ce qui veut dire que ce colleagueship s'est maintenu très très longtemps. Donc une relation que je dirais professionnelle, amicale, une relation sans aucune tension, lisse, sans enjeu de pouvoir. Il n'a jamais, comme on dit en anglais, flexing muscles. Il n'a jamais fait cela avec moi, et je pense qu'il ne l'a jamais fait avec personne. Et ça, c'est quand même, dans le milieu académique, extrêmement rare. Donc, laissez-moi vous donner deux illustrations de cet accueil qu'il m'a offert au début des années 80. Donc, je ne me souviens plus avec précision de ma toute première rencontre avec Jacques. Le nom de Jacques Cosnier m'avait été suggéré par un ami, Philippe Dubois, peut-être que le nom vous dit quelque chose, c'est un chercheur d'origine liégeoise, spécialiste de la théorie de l'image photographique, de la vidéo et du cinéma. Il l'avait entendu dans un colloque et il m'avait dit « Tiens, tu devrais entrer en contact avec Jacques Cosnier, il raconte un peu les mêmes trucs que toi. » Bon, j'ai dû lui écrire. Il se peut même que je sois allé chez lui, parce que moi je me souviens de l'adresse de la montée du Gourguillon. Je trouvais ce nom merveilleux, et puis il fallait que je tâtonne un peu, je ne connaissais pas Lyon, j'ai dû y aller. Et en tout cas, ce que je sais, et ça je m'en souviens parfaitement, c'est que le 13 et 14 mai 82, j'ai été invité par un groupe de thérapeutes familiaux lyonnais, dirigé par Yves Collat, parce que ce sont les thérapeutes familiaux qui ont initié un accueil à ce bouquin, La Nouvelle Communication. Ce sont d'abord les thérapeutes familiaux, avant tout autre groupe professionnel de linguistes ou d'autres, qui m'ont dit « Tiens, ça nous intéresse votre truc, vous parlez de double bind et tout le reste, venez nous parler. » Donc Yves Collat m'avait fait cette invitation. Et je me souviendrai toujours qu'à un moment donné de la conversation avec Jacques, il me dit « Tiens, vous savez, je ne sais plus si on se tutoyait déjà ou si on se voyait encore, sans doute qu'on se voyait encore à l'époque, qu'Erving Goffman est en ville et donne un exposé dans le cadre d'un colloque organisé par Philippe Fritsch, Isaac Joseph et peut-être même Jacques Cosnier, qui s'appelait sur le thème microsociologie et histoire. Et donc le lendemain, évidemment, nous nous retrouvons dans la salle, bondée, une petite salle de Lyon 2. Isaac Joseph dit quelques mots d'introduction, puis Erving Goffman entame son propos. Mais là, il y a un couac. La traductrice s'embrouille, elle bafouille, et elle déclare ne plus être en mesure de traduire, trop émue sans doute par la présence d'Erving Goffman. Alors Isaac Joseph se lève, et un peu comme dans les scènes là où on demande un médecin dans la salle, il se lève et il demande un traducteur. Bon. Et je sens à ce moment-là que Jacques me prend le bras. Bon. Et je me retrouve sur scène à côté d'Erving Goffman, qui me dit « Hi, buddy », parce qu'on se connaissait, on s'était vu souvent à l'Université de Pennsylvanie entre 76 et 82. Il n'avait pas l'air le plus surpris du monde, un peu comme si c'était normal que j'apparaisse comme ça à côté de lui pour le traduire. Mais bon, voilà. Hop. Et donc j'ai traduit Erving Goffman. Et le texte, vous l'avez peut-être vu dans le livre édité ensuite par Philippe Fritsch, est sorti. C'est un texte un peu balbutiant de Goffman. Il avait d'ailleurs dit « Je n'ai rien préparé à la suite d'un incident dont je ne suis pas responsable. » Enfin, par contre, indépendant de ma volonté, la naissance de ma fille. Bon, et puis à partir de là, c'était drôle, c'était du Goffman. Enfin bon. Donc j'ai déjà raconté cette anecdote, mais elle est toujours plaisante à raconter. Mais si je la reprends précisément ici, c'est parce qu'elle montre bien comment s'est installé très vite entre Jacques et moi une sorte de rapport de complicité, un peu taquine au fond, hein, un peu taquin. Je n'ai en tout cas pas du tout ressenti son geste comme un mouvement hostile, un peu comme s'il voulait me jeter dans la gueule du grand fauve qu'aurait été Goffman. Pas du tout. Au contraire, je l'ai perçu comme un geste presque farceur, un peu comme s'il me faisait des oreilles de lapin sur une photo, quoi. C'est l'image qui m'est venue à l'esprit.
La deuxième illustration de l'accueil offert par Jacques Cosnier se déroule à Cerisy. Christine y faisait allusion, et d'ailleurs la photo est là. Ah non, c'est celle du Goffman, j'y viendrai dans un instant. Donc ici, je veux parler du Cerisy consacré à Bedson, qui a eu lieu en juin 84. Il faut dire que je ne suis pas très à l'aise. C'est la première fois que je dirige un colloque de Cerisy, et c'était encore les longues décades. Donc c'était 10 jours interrompus par une semaine, par une journée à la plage ou ailleurs, mais c'était 2 fois 5 jours, c'était très lourd. Donc à l'époque, je n'ai que 31 ans, et même si j'ai l'appui moral et même financier des éditions du Seuil, qui sont en train de faire une opération de marketing. Il s'agit de placer Bedson sur la scène intellectuelle et commerciale francophone. J'ai en face de moi une palanquée de Cador, de Paul Václavic à Marie-Catherine Bedson, la fille de Bedson, de Lucien Sfez, qui est encore auréolé de son rôle de directeur de cabinet de je ne sais plus quel ministre de la Santé, à Yves Barrel, qui était aussi une grande figure de la cybernétique de l'époque. Mais ce n'est pas ceux-là qui m'inquiètent, en fait. C'est plutôt Isabelle Stengers, qui cherche à me déstabiliser en posant, après chaque intervention, une question où elle fait référence aux travaux d'un inconnu, dont le nom m'échappe aujourd'hui, mais ce n'est pas grave. Je finis par comprendre, après quelques jours, qu'en fait, c'est le nom du chercheur, c'est celui du chien d'Edith Urgon, la directrice de Cerisy. Et qu'Isabelle Stengers, avec l'aide d'ailleurs de 2-3 complices, essaye de me faire tomber dans le piège de reprendre à mon tour le nom de ce chercheur inconnu. C'est vraiment vachard, mais ça, c'est du Stengers tout craché. En termes de lutte, je peux vous dire. Donc Jacques Cosnier n'est pas du tout dans ce petit jeu, et qu'il l'ait compris ou non. En fait, il va me rassurer tout au long de la décade par sa présence même, jour après jour, séance après séance. C'est peut-être le seul de cette décade de Cerisy-sur-Bedson qui a assisté à tout du matin au soir. Il s'assied, si certains d'entre vous, j'en suis sûr même, connaissent Cerisy, quand vous entrez dans la bibliothèque, il y a toujours un canapé à droite près des fenêtres. C'est là qu'il va se poser. Sa place est désignée. On sait que c'est la place de Jacques Cosnier. Pas le canapé devant. Ça, c'était pour De Gaulle-Jacques. Il ne fallait pas non plus y aller. Vous savez, à Cerisy, certaines places sont attribuées. De même qu'on ne va pas s'asseoir dans le fauteuil d'Édith Urgon, et ainsi de suite. Mais il y avait la place de Jacques. Et il s'assied donc dans ce canapé et il écoute. Il prend des notes. La plupart des intervenants et des participants vont se montrer particulièrement remuants durant ce colloque, qui était trop long, trop dense, dépassant constamment ses horaires. Moi, je n'avais pas l'autorité pour couper les gens, je n'osais pas. Du coup, Edith Urgon intervenait en disant « Non, mais Edith, attendez, là, on attend à la cuisine. » Bon, ainsi de suite. Et Jacques, stoïque, va m'appuyer par sa présence constante et par ses questions. Souvent, d'ailleurs, la première question, juste après l'intervention. Et ça me soulageait, je savais que la conversation allait prendre. Vous avez tous connu l'angoisse de la première question, vous organisez un débat, ça ne bouge pas, et puis, allez, vas-y, bon Dieu. Bon, bref, et hop, oui, Jacques, il levait le bras. Donc, durant les déjeuners ou les dîners, il ne va jamais me recadrer, il ne va jamais me dire, comme vieux routier des colloques, vous pouvez voir le nombre de colloques qu'il a pu faire là, par la collection de photos, c'était juste une présence active. Et rétrospectivement, je me dis qu'il me faisait passer un message de confiance, d'encouragement, qui était pour moi extrêmement précieux. J'allais retrouver Jacques à Cerisy en juin 87. On y arrive à la photo, là on est juste à l'entrée du château. Je me suis même repéré dans le coin à droite, là, bon, à l'occasion du colloque Goffman, dont il était co-organisateur avec Isaac Joseph, qu'on voit bien là, et Robert Castel, qu'on voit aussi très bien sur la photo. Et Catherine Kerbrat est aussi au milieu de la photo. Et cette fois, il est aux manettes, donc il n'a pas le temps vraiment de faire autre chose que de cornaquer les uns et les autres, et nous nous verrons, mais comme ça, au déjeuner, au dîner, nous discuterons de choses et d'autres, mais il n'assure déjà plus, et je pense qu'il estime qu'il n'a plus besoin d'être là en appui. D'ailleurs, je ne suis plus l'organisateur, moi je vais faire une intervention dans le colloque, et puis c'est bon. Et alors, je dirais qu'il y aura encore, dans les années 80, 2 mouvements, et j'ai envie d'employer le terme accordage, je le trouve très beau, et c'est une de ces notions phares. D'une part, je retrouverai Jacques aux journées d'études organisées du 13
Oui, c'est celle-là aussi, du 11 au 13 mai 84. Oui, c'est 2 ans plus tard par rapport à Goffman, par le groupe Gestes et Images au centre Thomas More du couvent de la Tourette. Je ne sais pas si nous y sommes retrouvés en y allant ensemble ou si nous sommes là retrouvés. Oh Jacques, oh Yves, bon, je ne sais plus. Le souvenir que j'en garde est à nouveau celle d'un rapport chaleureux, en rien le rapport paternaliste ou condescendant d'un aîné à l'égard d'un plus jeune. Nous sommes entre collègues, intéressés par les mêmes objets, les mêmes problématiques, on n'est pas en compétition. En tout cas, ce n'est pas le souvenir, pas du tout le souvenir que j'en garde. Et Dieu sait, et je parle là aux plus jeunes d'entre vous, si les premières marques de domination dans une carrière académique restent marquées au fer rouge. Moi, je peux vous dire que des marques au fer rouge, j'en garde d'il y a 50 ans par une toute petite remarque du style « Oh, c'est sympathique ». Vous voyez, ce genre de choses. Bref, alors là, détail complètement idiot, mais j'ai le souvenir d'un Cosnier en blouson de motocycliste. Il roulait à moto? Pourquoi est-ce que mon cerveau me dessine un Jacques à moto? Mais peu importe, on s'en fiche. D'autre part, j'ai également le souvenir, mais je vais très vite là parce que c'est secondaire, mais c'est quand même assez indicatif de la capacité à être présent de Jacques. C'est un colloque à Urbino, sans doute en 85. Ça s'appelle Les rhétoriques du corps. Et j'y présente avec un étudiant dont j'avais dirigé le mémoire une longue étude sur la synchronie interactionnelle, qui est une des problématiques dans lesquelles Jacques s'était engagé. Et on avait eu d'ailleurs une fois, c'est peut-être la seule fois où nous avons vraiment eu un travail de fond, enfin un travail de fond, une réflexion, une discussion, on va dire méthodologique, sur la synchronie interactionnelle, parce qu'il estimait, en tout cas dans les travaux de Condon, et il y fait allusion dans un de ses textes, qu'il y avait sans doute là un effet de la méthodologie. Et il me disait, et il le redit d'ailleurs dans un de ses textes, que si on s'y prend bien, on va pouvoir faire de la synchronie entre nos mouvements et les mouvements des feuilles. Bon. Donc, il était suspicieux d'un effet de méthode plus que d'une réalité de la synchronie interactionnelle. Donc, si je me résume, de ces années 80, je peux donc retirer plusieurs enseignements quant à la relation qui s'est créée entre Jacques et moi au cours des années 80. C'est donc d'une relation fondée sur la, et je prends là un terme batesonien, sur la complémentarité, celle d'un maître et d'un apprenti, d'un professeur et d'un jeune chercheur, illustré par la main levée à Lyon en 82 ou la présence permanente à Cerisy en 84. On est passé rapidement à une relation fondée, je dirais, sur la symétrie. Vous voyez, complémentarité et symétrie, merci Bateson. Mais ça convient bien. Hein. C'est une symétrie, au fond, d'individu à individu qui se respecte, de professeur à professeur, de collègue à collègue, hein, vraiment c'est le terme. Il ne m'a jamais dit « cher collègue, comment allez-vous ?» Non, non, ce n'est pas vraiment son style. Mais ça, c'est plutôt le colleagueship que je verrai à Cerisy, Goffman en 87 ou Urbino. Et au fond, cette relation, elle est plus fondée, je reprends un terme de Jacques, sur l'empathie que sur des échanges d'informations. On s'est finalement envoyé, au fil des années, peu d'articles, peu de bouquins, de temps à autre, oui, mais relativement peu. On aurait pu en faire beaucoup plus. On aurait pu aussi se faire beaucoup plus d'échanges de services, et tu m'invites et je t'invite, hein, ça on n'a pas joué là-dedans. Pas de jury de thèse non plus, je ne me souviens pas avoir été dans un jury de thèse de Jacques. Alors voilà, ça s'est passé ailleurs, à côté. C'est-à-dire que je vois quelqu'un qui est présent, qui sourit, qui lève la main, qui parle doucement, qui s'étonne de ceci ou cela, et qui jamais ne m'embête, ne ferraille avec moi, ne me pose une question piège, ou une question qui sous-entend qu'on n'a encore rien lu, hein. Ça aussi les jeunes, vous connaissez ça, vous l'avez connu lors de votre soutenance, et on n'est pas entré vraiment dans une relation professionnelle approfondie. Quelque part, on sait chacun garder son territoire, avec beaucoup de respect l'un pour l'autre, et que Jacques Cosnier, très vite, me marque ce respect. On pourrait parler de rituel de déférence à la Goffman. Ça, c'est quand même très, très précieux pour un jeune qui démarre. Il y avait quand même 26 ans de décalage entre nous, une génération, quoi. Alors, au cours des années 90, on ne va pas se voir beaucoup. Moi, je suis un peu sous l'eau en permanence à l'université de Liège. Et je me dis, au fond, tiens, c'est drôle. Pendant ces années-là, à Liège, je vais inviter notamment Adam Kendon,
qui viendra projeter et commenter son célèbre Birthday Party, l'analyse d'une après-midi d'anniversaire, là. Mais curieusement, je ne songe pas à inviter Jacques. Ce qui encore me renforce dans l'idée que notre relation était moins professionnelle que personnelle. Donc, en 2000, je m'installe ici à l'école normale. Jacques est à la retraite depuis quelques années déjà, il a 73 ans, mais il fréquente encore assidûment, Christine, Isabelle le rappelait, les séminaires d'Icare. Et nous nous voyons de temps en temps dans le jardin. Nous échangeons finalement assez peu. Comment vas-tu? Comment vas-tu? Il y a juste un jour où il me remettra une cassette vidéo de son analyse de la segmentation des activités de la rue de la République, qui date de 1990, que j'ai remise à Christine, qui l'a posée là-bas sur la table. C'est une grosse cassette humatique, je ne suis pas sûr qu'on puisse la lire aujourd'hui. Bon, c'est pas grave. Peut-être faudra-t-il la renumériser, si ce n'est déjà fait. Et donc, j'avais sans doute dû lui raconter que je cherchais à entraîner quelques normaliens qui suivaient mes cours sur Goffman dans la ville. Les normaliens résistaient. Hein. Ils me disaient on va faire du terrain. Ils allaient à la bibliothèque. Enfin, soit. Bon. Au cours de mes 2 ans à l'IFE, puisqu'à un moment donné j'ai glissé, enfin j'étais toujours à l'école normale, mais j'avais la mission de transformer l'INRP en IFE, comme peut-être certains s'en souviennent. Ce fut un peu dur, même dans cette salle, avec tout le monde debout ici. Enfin bon, je ne rentre pas là-dedans. Donc j'ai surtout eu l'occasion de revoir Jacques lors d'un long déjeuner dont le rituel était bien établi, et je pense que nombre d'entre vous ont bien connu ce rituel. D'abord, une invitation chez lui, il habitait alors ce qu'on appelle la rue des Antiquaires, la rue Auguste-Comte, je crois, où il préparait un plateau d'amuse-bouche. Ça durait longtemps, des petites cracottes, il avait mis des petites choses sur chacune des petites cracottes. On parlait longuement déjà, et puis moi ce qui m'étonnait c'était le décor de l'appartement qui m'apparaissait vieille France, un peu sévère, qui contrastait avec la modernité et je dirais la bonne humeur de Jacques. Il habitait dans un décor trop sévère pour lui, oserais-je dire, mais peu importe. Ensuite, on sortait et on allait déjeuner au restaurant, je pense, de l'école Bocuse, pas loin, qu'il aimait beaucoup, et Wendy Leeds Hurwitz, que, entre parenthèses, je remercie pour m'avoir fourni aussi, peut-être certaines d'entre vous ont connu Wendy, qui a été ici à l'Institut d'études avancées, puis qui est revenue quelques fois et que Christine connaît particulièrement bien. Wendy Leeds donc m'a confirmé ce rituel qu'elle a connu elle aussi. Donc à nouveau, pas de discussion professionnelle, je dirais du relationnel de proximité, vachement agréable. Et ça s'est ainsi prolongé pour Wendy par des cartes de vœux chaque année, ce que moi, je n'ai pas fait. Et il faudrait que je rajoute en post-scriptum ce que tu m'as montré, qui est très touchant. Donc, j'allais dire, pour ma part, j'ai perdu Jacques, mais sauf une fois, en 2015, quand je suis remonté au CNAM, et je suis remonté au CNAM en 2013-14, et je n'ai plus eu de nouvelles que par personne interposée. Mais l'image très vive qui me reste à l'esprit n'est pas seulement celle du sourire, de la moustache, des yeux qui rient et de la voix mélodieuse, elle est aussi celle d'une certaine université française. Je m'explique et je m'achemine ainsi vers ma conclusion. Une conclusion que je voudrais légèrement généralisante, mais pas trop. Je pense qu'il faudrait un autre séminaire pour faire, au fond, à travers la figure de Jacques Cosnier, un premier travail sur une sociologie de l'université française dans le dernier tiers du XXe siècle. Je m'explique. Jacques Cosnier incarne, par son attitude envers moi, accueillante, bienveillante, vous l'avez compris, encourageante, dans un premier temps, puis cordiale, très urbaine dans un second temps, un certain profil de patron universitaire, entre guillemets, à l'ancienne, mais un patron de haute tenue à l'ancienne. C'est pas Miège, quoi. Bon. Dans Homo academicus, Pierre Bourdieu fait une distinction entre l'individu empirique et l'individu épistémique. L'individu empirique, c'est chacun d'entre nous, mais l'individu empirique, c'est une construction de l'analyse, je résume très vite ici le propos de Bourdieu, qui rassemble toutes les caractéristiques d'un groupe, par exemple professionnel, sur un seul profil. C'est au fond une manière de redire l'idéal type. Et pour Bourdieu, par exemple, Lévi-Strauss était un individu épistémique, non seulement un individu empirique, mais en su épistémique par le fait que toutes les propriétés des Homo academicus, bon, je ne pluralise pas, de l'époque que Bourdieu a utilisée, se rassemblaient sur ce Lévi-Strauss.
Et j'oserais dire que de la même manière, Jacques Cosnier est sans doute un individu épistémique parce qu'il porte toutes les propriétés d'un ensemble de professeurs d'une certaine génération, restés en province, et qui l'ont décidé. Jacques a fait toute sa carrière à Lyon. Ça, c'est quand même presque étonnant pour moi, qui bougeait dans tous les sens. Mais c'était néanmoins un leader cosmopolite, pour reprendre une vieille expression d'un livre de Katz et je ne sais plus qui, là, sur les leaders cosmopolites et les leaders locaux, qui faisait circuler, on l'a encore vu dans la présentation initiale, énormément de noms, d'idées, en provenance en particulier des États-Unis, bâtisseurs de laboratoires, producteurs de plusieurs générations de thésards. Dans ce même profil, je glisserai volontiers ainsi, pour ceux qui le connaissent, Jean-François Augoyard, à Grenoble, qui lui aussi a construit un labo, le Cresson, et qui a aussi bâti non seulement une œuvre personnelle, mais aussi une œuvre collective, avec des successions de générations au sein d'un labo qui ne s'est jamais coupé en petits morceaux. C'est assez étonnant. Mais par exemple, je ne mettrai pas François Laplantine comme individu épistémique. Ce serait une question de personnalité, mais c'est aussi, je pense, une question de position dans le champ et une question de disposition relationnelle, oserais-je dire, c'est-à-dire de valence, confiance, défiance envers les collègues et les générations qui arrivent. Bon, là, je pense que mon analyse devient un peu hasardeuse. Et je ferais mieux de ne pas aller plus loin. En tout cas, ici, il faudrait reprendre ces noms, il faudrait expliciter pourquoi je dis, par exemple, que Laplantine, qui lui aussi est resté à Lyon toute sa vie, ne correspond pas, en termes d'individu épistémique, à Jacques Cosnier ou à Jean-François Augoyard. Mais ça nous entraînerait trop loin. Donc, je colle ici, au fond, à la démarche que j'ai souvent observée dans les écrits de Jacques Cosnier. Il avance vite dans sa démonstration, sans se retourner. Il lance des pistes. Il invite son lecteur, au fond, à renforcer lui-même le pointillé. C'est ce que je suis en train de faire ici, dans le cadre des études cosniériennes, j'ai découvert cet adjectif en lisant le programme, qui sont en train de naître aujourd'hui sous nos yeux. Et alors là, je suis sûr, Jacques nous écoute et ne manquera pas de nous poser la première question lors du débat. Je vous remercie.